Bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Eurobois 2018 et ce matin nous allons parler d'agencement et de l'agencement à l'heure du numérique. Avec moi pour en parler, Laurent Maziès. Laurent Maziès, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Biesse France, c'est ça? C'est ça, directeur général de Biesse France, qui est la filiale du groupe Biesse, leader italien dans l'activité. Et sur le marché français, 89 personnes, 43 millions et donc leader dans la deuxième transformation du bois, avec les biens d'équipement industriel. À côté de vous, Régis Blandin. Régis Blandin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des ventes de Vavin. Tout à fait. Société française avec le siège au Canada. Nous sommes éditeurs de logiciels pour les métiers de l'agencement et du design d'intérieur. Voilà, donc on a la machine, on a les logiciels et on va avoir en face de vous les formateurs. Mathieu Hugon, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'Institut européen de la menuiserie, de l'agencement et de l'ébénisterie pour les Compagnons du Devoir. Cet Institut européen de la menuiserie, vous nous le présentez rapidement? Bien sûr. L'Institut a pour but d'étudier le devenir des métiers concernés par son titre et à travers 4 axes qui sont la rencontre, la mémoire, la recherche et le développement, on a pour but de répercuter nos travaux sur les formations qu'on met en place pour les jeunes qui viennent se former chez les Compagnons du Devoir. Alors on a décidé ce matin de parler d'agencement et de numérique et je vais vous demander à chacun de faire un petit constat, de nous dire, on entend beaucoup parler de numérique, de digitalisation, de nous dire où on en est aujourd'hui, là, à l'instant T, où nous en sommes. Est-ce que c'est très avancé? Est-ce qu'on est déjà très numérisé? Ou est-ce qu'on est dans une période de transition? Monsieur Maziès. Alors, Maziès, excusez-moi. on est très avancé, mais on est encore dans une période de progression, moi je dirais. Les agenceurs sont des gens qui sont... C'est un métier très difficile, très exigeant. Ils ne savent jamais ce qu'ils vont faire le lendemain. Donc ils sont un peu précurseurs en termes de demande, de nouvelles technologies, de capacité machine. Le côté intéressant, c'est... je dis pourquoi on parle de progression? Parce que on a mis l'accent sur ce salon, sur l'industrie 4.0. On s'est un peu trompé. On aurait dû parler de technologie 4.0. Parce que le marché, depuis 10 ans, nous tire vers le bas. C'est-à-dire que les solutions développées pour la partie industrielle, c'est-à-dire machines connectées, machines numérisées, machines informatisées qui communiquent entre elles. On l'a adopté à la PME, puis aujourd'hui avec la TPE. Un de nos leviers de croissance dans cette activité, d'ailleurs, c'est l'IMAE avec les Compagnons du Devoir, un partenariat qu'on a fait il y a à peu près 3 ans pour démystifier un peu les machines numériques et rentrer dans cette activité, dans ce niveau de marché pour dire c'est aussi pour vous. Voilà. Voilà, donc on est parti du haut, on va dire, hein, des grands groupes, des grosses entreprises, et on descend petit à petit dans les TPE. Exactement. Et c'est aujourd'hui le travail qu'il y a à faire, c'est de les sensibiliser, ou est-ce qu'ils sont déjà partis dans la numérisation? Alors, ils sont déjà partis. Aujourd'hui, le travail, c'est plus trop la sensibilisation. Tout le monde l'a compris, que la commande numérique, c'est pas fait pour supprimer des emplois, mais au contraire, être capable de... Je ne veux pas parler de donner de la croissance à une entreprise, de subsister, parce qu'aujourd'hui, un cuisiniste, s'il veut lutter contre des gros Nobilia, on va dire, ou des cuisines Schmidt, s'il fait de la cuisine, il va falloir qu'il produise la même chose. Donc on ne parle pas de modèle quantitatif, mais de modèle qualitatif. Et aujourd'hui, un constructeur comme Biesse se doit de donner des technologies à la portée de n'importe quel type d'entreprise. Si nous, par exemple, on a fait la promotion du produit Sophia aujourd'hui, Sophia, c'est la maintenance prédictive. On est un peu les promoteurs dans la deuxième transformation du bois. C'est parce que, quelque part, en proposant ces technologies à des petites entreprises, petites et moyennes entreprises, on a oublié quelque chose, c'est qu'ils n'ont pas les moyens, comme un industriel... De faire la maintenance, d'avoir quelqu'un en permanence... Exactement, pour avoir un ingénieur de la NASA, pour piloter, penser, réfléchir. Voilà. Donc il faut faire un véritable accompagnement au-delà du prédictif, c'est-à-dire d'être encore plus réactif dans les opérations de maintenance, parce que ces gens-là n'ont pas le dédoublement des machines comme peuvent l'avoir des industriels. Ils ont un outil de production, il peut tomber en panne, mais il faut avoir une très grande réactivité pour le remettre en fonctionnement. Deuxièmement, c'est l'accompagnement, c'est-à-dire l'analyse de l'utilisation. C'est du service, en fait. C'est du service, c'est-à-dire que moi, j'ai l'habitude de rappeler tous les jours à mes vendeurs qu'on a un devoir de conseil, une obligation de résultat. En termes de conseil, l'objectif, c'est d'aller au bout du financement global de la machine, c'est-à-dire d'être apporteur de conseils dans l'utilisation de chaque jour, supprimer ce qu'on appelle, c'est un peu technique, le TRS, donc tous les aléas dus aux opérateurs, à des erreurs de formation ou des manques de formation, c'est très important, tout le monde en parle aujourd'hui, à des problèmes de matière et ainsi de suite. Donc, c'est donner un véritable accompagnement et dire, voilà pourquoi vous avez eu ces problèmes.
D'accord, donc on en est déjà là. On en est là. Alors, de votre côté, comment ça se passe? Où on en est du côté des logiciels? Alors de notre côté, l'objectif est plus d'accompagner le client de plus en plus. Donc on parle quand même d'accompagnement et de service. Hein, évidemment, on travaille évidemment avec les différents fabricants de commandes numériques, notamment Bies. Notre objectif pour nous est de partir de la vente qui est faite au client final en ayant des outils qui permettent de faire des rendus 3D et des devis et des choses qui sont vraiment dédiées à la vente et qui vont nous permettre d'être poussés directement en fait dans l'atelier. Et donc ces niveaux d'information en fait vont nous permettre d'éviter des ressaisies entre la partie commerciale et la partie fabrication, chose qui est souvent faite aujourd'hui encore et qui est en train de se concrétiser par des outils informatiques qui vont permettre le pilotage jusqu'au pilotage des commandes numériques. C'est-à-dire qu'avant, d'un côté, j'avais le produit, ce que je présentais à mon client, c'est-à-dire sa cuisine, on va reprendre la cuisine, hein, C'est ça. la cuisine 3D, donc je lui montrais des meubles, des choses comme ça. Aujourd'hui, ce même document, ce même fichier va me permettre d'avoir mon débit, mes commandes, sur le même... C'est un peu la BIMisation, on va dire, du secteur de l'agencement. Alors, on ne va pas parler de BIM à ce niveau-là, mais c'est le même principe. On rentre dans un format numérique, effectivement, qui permet de transférer l'information au-delà de ce qu'on pouvait faire avant avec juste de l'EDI. Aujourd'hui, on passe sur l'EDI, échange de données informatiques, qui permettait d'envoyer des informations, par exemple, d'un négociant de cuisine directement à l'usine pour le mettre en fabrication. Aujourd'hui, on va bien plus loin parce que notre objectif, c'est de pouvoir aussi faire du sur-mesure. Et donc, lorsqu'on est dans le cadre du sur-mesure, on a bien plus d'informations à traiter pour pouvoir le mettre en fabrication correctement derrière. Donc, ces échanges-là vont être simplifiés aujourd'hui justement par le biais de ces outils-là. Et on a évidemment un besoin de formation et d'accompagnement de ces clients. Et justement, c'est pour ça qu'on travaille aussi avec les Compagnons du Devoir sur ce sujet-là. On a monté un partenariat depuis l'année dernière pour former les jeunes dans les écoles. Directement pour qu'ils puissent transférer leur savoir sur les prochaines années dans les différentes entreprises. Et former les plus âgés quand ils arriveront dans les entreprises. Ça, c'est le constat d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore tout à fait sur les... on se disait qu'on allait faire un petit diagnostic de ce qui se passait aujourd'hui. On est encore dans la séparation aujourd'hui et petit à petit, on vient à faire le même fichier. Je pense. Et on va de plus en plus loin aujourd'hui, on va y venir de plus en plus, pour la simple et bonne raison que même les petites structures, comme le disait Laurent tout à l'heure, les petites structures viennent à la commande numérique aussi. Et à partir du moment où ils vont venir à la commande numérique et qu'ils passent au-delà de la machine traditionnelle, ils vont avoir un besoin de traiter l'information nécessaire, l'information numérique justement, pour pousser l'information vers la machine. Alors on va voir comment ça se passe du côté des formateurs. Qu'est-ce que ça change au niveau des formations que vous délivrez et comment vous avez pris en compte cette nouvelle donnée, cette numérisation du secteur? Alors effectivement, le constat a été bien dressé. Il y a une forte évolution et une arrivée massive des technologies numériques dans le secteur de l'agencement. Et on se retrouve à devoir faire de la formation où on doit à la fois maîtriser le métier d'agenceur traditionnel aujourd'hui et en même temps rajouter une couche de complexité en termes d'utilisation de logiciels et de machines nouvelles qui font que la formation se complexifie puisque le domaine s'élargit. Donc c'est important pour nous de former les jeunes pour qu'ils soient adaptés aux entreprises d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que les partenariats avec des fournisseurs comme 2020CAD ou Bies sont importants parce qu'ils nous permettent de rester proches des pratiques des entreprises et de proposer des formations adaptées. Et dans ce cadre-là, on intègre de plus en plus à nos formations du logiciel, de la pratique logicielle. On a une compétence qui se déplace de l'atelier lentement vers le bureau d'études et les compétences de conception. Ces formations ont évolué depuis combien de temps et où on en est aujourd'hui et vers quoi on ira? Est-ce qu'on va faire de moins en moins d'agencement et de plus en plus d'apprentissage sur les logiciels et les machines? Comment tout ça va s'équilibrer? Alors la démarche a été entamée il y a déjà quelques années par l'Institut. Aujourd'hui, on est en pleine prospective. On a déjà intégré dans nos formations des modules complémentaires au niveau du numérique.
En termes de définition, on fera toujours de l'agencement. Le but, c'est toujours d'être agenceur et de faire de l'agencement. Après, c'est les outils qu'on utilise qui évoluent et les pratiques en entreprise qui évoluent. C'est un changement d'outils et de méthode. Exactement. Comment c'est perçu par les jeunes qui sont chez vous? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils apprécient ou est-ce que c'est peut-être un peu plus complexe, donc ça demande un niveau peut-être un peu plus supérieur en termes je sais pas, un bac, je dis n'importe quoi parce que je ne sais pas du tout où on en est en termes de qualification. Hein. Non, alors effectivement, les jeunes sont très enthousiastes, ils adorent le numérique, la plupart. On a encore quelques-uns qui veulent garder un savoir-faire traditionnel, mais nous, chez les compagnons, on pense que c'est important de savoir allier la tradition avec l'innovation. Et quand on est conscient du passé qu'on a, on va plus sereinement vers l'avenir. Donc quelque part, pour nous, c'est pas contradictoire de maîtriser des savoir-faire traditionnels, de bien connaître le matériau. Et au contraire, c'est une plus-value dans le sens où quand on maîtrise le matériau et les pratiques traditionnelles, on a plus de facilité à s'approprier les outils numériques. Et on a plus de valeur ajoutée parce qu'on ne maîtrise pas simplement un outil numérique, on maîtrise aussi un métier. J'imagine qu'il y en a pas mal qui sont en apprentissage ou en alternance. Ils vont dans l'entreprise et qui n'est pas forcément, elle, numérisée, ou pas encore, ou qui est en train de s'y mettre. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez des retours un peu d'expérience sur ce sujet? Ça se passe assez bien, dans le sens où effectivement ça rajoute de la difficulté dans la formation parce qu'il faut être capable d'adapter nos formations à tous les profils d'entreprise qui sont parfois équipés de numérique ou de plus en plus souvent, mais qui sont aussi équipés de machines dites traditionnelles. Et effectivement, on a besoin d'avoir aujourd'hui des profils de jeunes et même de salariés qui viennent se former en formation continue chez nous, qui sont capables de s'adapter à tout type de situation dans le cadre d'une mobilité au sein des entreprises. Et on a d'assez bons retours pour l'instant. Alors, on vient de dresser un petit peu un constat. Vous êtes tous à peu près d'accord sur l'état des lieux, on va dire. Oui, on confirme. Ce qu'on pourrait ajouter, c'est qu'on a tous un point commun au-delà de travailler sur un même marché, c'est le bois. Le bois, il ajoute la complexité par rapport au métal, par exemple, qui est un produit vivant et non homogène. Et on ne se passera jamais d'un savoir-faire, de la connaissance, parce qu'on ne travaille pas le contreplaqué comme un panneau de médium, comme un stratifié mélamine. Donc il faut s'adapter, il faut avoir la connaissance du produit. Le numérique apporte des solutions, mais n'apportera pas le toucher, le regard de voilà. de la personne sur le matériau en lui-même. Exactement. Comment les choses vont évoluer? Est-ce que vous voyez, on va faire un petit peu de prospective. Alors on ne va pas se projeter à 50 ans, on va se projeter à 5 à 10 ans, ou même à 2 à 5 ans. Où on va là? Pour les machinistes? Pour les machinistes et ensuite, évidemment, pour les gens qui achètent vos machines, évidemment. Alors, pour BIES, on est présent. BIES, c'est près de 700 millions d'euros l'année dernière, avec la volonté d'arriver au milliard assez rapidement. On est présent dans les pays les plus industrialisés avec des filiales très organisées, comme celle que je dirige. 89 personnes, et on est dans une phase d'embauche. Je passe un message de 22 techniciens itinérants, sédentaires, commerciaux, personnel administratif pour les mois qui arrivent. Nous, on se rend compte que bien sûr, on augmente notre capillarité, on exporte dans 120 pays, et plus ça va, plus on arrive sur des nouveaux marchés. On est parti de la partie industrielle pour aller dans la PME, pour aller vers la TPE et offrir de nouvelles technologies. C'est clair que ça ouvre à de nouvelles demandes, à de nouveaux marchés, à de nouveaux métiers également. Ça ouvre à de nouvelles personnes, c'est-à-dire que c'est plus facile aujourd'hui de rentrer dans le métier avec ce type de matériel. Moi, je dirais que si on se projette à horizon 10 ans, notre métier va changer. Aujourd'hui, un de mes vendeurs peut proposer un plan de financement avec un accompagnement, c'est-à-dire une extension de garantie, des prestations de services accompagnées. Avec la maintenance prédictive, on va plus loin. On va dans le conseil après-vente, c'est ce que je disais tout à l'heure, où le vendeur a apporté un conseil, il a une obligation de résultat, mais une entreprise mute, grandit, change, elle s'adapte elle aussi à un marché. Et il faudra l'accompagner, et on pourrait être amené à non plus parler d'une solution à l'instant T, mais d'une solution sur 5 années.
et peut-être parler un jour de mensualisation, de mensualité, qui dit moi j'ai une solution à votre problème. Si jamais vous avez un besoin, c'est-à-dire vous passez d'un centre d'usinage avec une capacité de 3000, 1500, vous avez besoin demain d'une machine en 4000 par 2000 avec un 5e axe, avec des agrégats complémentaires, on arrive, on prend, on fait un peu comme les vendeurs de véhicules, ils font dans la longue durée, on change le véhicule, on veut un véhicule adapté, tout en accompagnement, en donnant des prestations de service. C'est-à-dire qu'on n'achètera plus de machine, en gros, on va acheter un service. En gros, vous achèterez... Et dans ce service, il y aura une machine. En gros, à horizon 10 ans, je pense que le marché achètera une solution. Les entreprises, les PME, TPE sont prêtes à ce genre d'approche? Alors, on est peut-être un peu avant-gardiste, on est les premiers à présenter ce qu'on présente aujourd'hui, mais c'est comme tout, c'est quelque chose qui était dans une phase test, on n'arrive pas comme ça, c'est quelques centaines de milliers d'euros d'investissement, il a fallu préparer les équipes, les changer, les préparer, les former, les éduquer à un nouveau métier, donc c'est 24 mois, pendant 12 mois on a développé, pendant 12 mois on a testé sur les marchés, sur 5 marchés de prédilection, la France, l'Autriche, l'Allemagne, l'Angleterre et les Pays-Bas. Ça fonctionne. On est parti en France, on a déjà 60 machines de tester. C'est clair que pour le moment, on est encore dans une phase de démarrage. À 1 an, on sera jugé parce qu'une machine exporte 60 000 données jour qu'on récupère, qu'on analyse et sur lequel on donne le médicament pour. Et c'est clair que dans 12 mois, vu les résultats qu'on a déjà vous aurez après déjà quelques énormément semaines, d'informations. ce que je veux dire par là, c'est que nos confrères, s'ils veulent nous suivre, parce qu'ils nous suivent, mais là, ils ont l'obligation, et que c'est comme tout, que si vous êtes trop innovateur, peu importe, la France où tous les marchés sont mettent un peu un pas arrière pour voir si ça fonctionne. Est-ce qu'on va acheter cette technologie? Est-ce qu'on est sûr? On est dans une période de transition, on se pose des questions, on se pose beaucoup de questions. Voilà. Sur les logiciels, dans 2 à 5 ans, où on en sera, quels services ils vont apporter et comment vont-ils s'inscrire dans cet ensemble? Alors dans le logiciel, évidemment, ça bouge beaucoup. On a un bel avenir pour le numérique, je pense, vu que les technologies évoluent rapidement. On a de plus en plus de solutions qui sont apportées donc aux agenceurs, qui sont à la fois aussi bien donc sur la fabrication, sur les machines, mais au-delà de ça, quand on est à la première étape, qui est juste la prise de mesure dans une pièce, de travailler avec donc des mètres laser ou des scanners, ou même maintenant des caméras, donc qui vont faire des prises de cote directement. Et nous, c'est très intéressant pour nous parce que ça nous permet de faire le lien entre l'espace de vie dans lequel on veut aménager donc le projet et l'agencement qu'on va créer derrière justement pour aménager cet espace de vie. Donc c'est quelque chose qui prend énormément de temps, qui peut amener beaucoup d'erreurs aussi lorsqu'on fait une mauvaise prise de code. Donc tout ça va être simplifié au fur et à mesure des années et va nous permettre justement d'avoir des solutions qui vont intégrer la numérisation des pièces pour les amener, pour faire nos projets directement à l'intérieur et donc avoir une qualité sur de conception qui va être La promesse, c'est différente. l'amélioration de la qualité, la simplification. Exactement. Et se consacrer peut-être à son métier alors. Alors c'est vrai que nous, en termes de visibilité sur le long terme, on s'aperçoit aujourd'hui, en termes de formation à proprement parler, qu'il est de plus en plus difficile d'acquérir toutes les compétences nécessaires dans le cadre d'une formation initiale. On doit d'un côté maîtriser son métier, comme je disais, et en plus de ça, s'approprier tous les outils qui évoluent de plus en plus vite. Et si on parle de l'agencement spécifiquement, on a aussi une diversification des matériaux qui est très importante et qu'il faut tous comprendre et maîtriser. Donc on se dirige aussi vers une adaptation de la formation à ce nouveau modèle, dans le sens où il va falloir, en plus de la formation initiale, proposer des modules de formation tout au long de la vie de l'homme de métier. Voilà, on a la formation initiale, on s'est formé et ensuite on va aller se former sur un point particulier en fonction des besoins, en en fonction de l'investissement qui a été l'investissement fait dans son entreprise, en fonction des orientations personnelles de la personne et de l'évolution du marché. Ça, c'est ce que change la numérisation du secteur. Clairement, on a une très grande diversification. Et il faut qu'on arrive à tracer notre chemin dans cette diversification en tant qu'homme de métier. Ça vous impose d'être beaucoup plus proche finalement des fournisseurs de matériaux, des fournisseurs de machines et de logiciels. C'est pour ça que les partenariats sont très importants pour nous et on est ravis de mettre en place tout un tas de partenariats, notamment avec BSC 2024. Et en même temps d'être très proche des fournisseurs et des éditeurs de logiciels, il faut qu'on soit très proche des entreprises. Et c'est ce triangle-là qui nous permet de proposer la formation la plus adaptée.
Vous avez 15 secondes pour le mot de la fin. Il vient de dire une chose très intéressante par rapport au partenariat, au rapprochement par rapport aux fournisseurs. Nous, depuis 3 ans, on prend leurs formateurs et on les emmène à Pesaro, notre usine, là où on a le siège, il y a 120 000 m² couverts. On n'a rien à leur vendre, on leur vend juste notre savoir. C'est à eux après de faire du picking dans nos solutions et d'adapter leur formation. C'est justement ça. On les prépare aux technologies de demain. Donc on prend 25 formateurs et pendant 2-3 jours, on les a sous la main et on leur fait un exercice de style. On leur montre nos technologies et nos développements futurs. Voilà, donc il faut anticiper, s'informer et se former. C'est très important en effet. Merci beaucoup messieurs d'être venus sur le plateau de Bâti Journal TV. C'est une émission qui sera donc à retrouver sur le site de nos partenaires, Eurobois bien sûr, mais aussi France Bois Forêt et notre site internet à nous, Bâti Journal TV. Merci, à bientôt, au revoir.